Louis Mapou et Patrice Faure ont signé un avenant au contrat de développement État Nouvelle-Calédonie 2017-2022. Le contrat de développement est un outil de rééquilibrage prévu par la loi référendaire de 1988. C'est un document qui fixe les objectifs de développement économique pour les 5 années à venir, et ce afin de dynamiser le territoire. À travers lui, l'État finance différents projets dans des domaines variés. Logement social, équipement public, santé, culture, jeunesse, la liste est longue. Entre 2017 et 2021, le contrat de développement a ainsi permis la rénovation du lycée Michel Rocard à Pointe-Boute ou encore l'aménagement du quai ferry à Nouméa. Ce matin, au gouvernement, Louis Mapou et Patrice Faure ont donc signé l'avenant numéro 5 de ce contrat. Objectif, réajuster celui-ci, une démarche qui n'a rien de nouveau. Sur un plan global, cette démarche a permis de diminuer le coût total du contrat de développement. Il est passé de 18,9 milliards à 18,5 milliards, soit une baisse de 400 millions de francs CFP. Donc avec le partenaire État, on décide chaque année, si possible, d'ajuster les différentes opérations qui sont cofinancées par l'État et la Nouvelle-Calédonie dans ces contrats. Et donc c'est ce qui a été fait. On ajuste, c'est-à-dire que soit on s'aperçoit qu'il y a des opérations qui n'ont plus lieu d'être, qui ne peuvent pas être réalisées dans les délais, donc on les enlève. Et puis il y a des ajustements à la hausse ou à la baisse sur certaines autres opérations où il y a besoin de plus de crédit, d'autres moins. Et l'avenant là concerne un avenant qui concerne un ajustement d'environ 2,5 milliards, dont la moitié concerne aussi l'aide de l'État. Voici comment ont été redéployés ces 2 milliards et 500 millions. 2 projets ont été abandonnés, celui de la création d'un établissement public et d'un établissement d'enseignement adapté. 6 autres opérations ont vu leur coût être diminué pour l'année 2022. C'est le cas par exemple du projet de réseau de radars météorologiques. Les finances recueillies vont être distribuées de cette façon. Les budgets de 3 projets existants vont augmenter. Il s'agit de travaux sur la RT1, de rénovation de sites de la DPJEJ et du chantier du musée de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, 4 nouvelles opérations doivent se faire. Il s'agira d'une part d'une intervention sur la route du col de Katiramona et d'autre part du financement d'études pour diverses infrastructures lourdes. Là, surtout comme c'est le dernier avant la fin de cette période contractuelle qui arrive à fin 2022, eh bien, on a aussi rajouté 2-3 opérations, mais au niveau études, pour pouvoir peut-être prévoir les futurs contrats qui arrivent, c'est-à-dire ces futurs contrats où l'État vient en aide de la Nouvelle-Calédonie à un niveau de subvention qui est à définir selon les opérations. Selon l'État, beaucoup de projets n'ont pas abouti durant le mandat 2017-2022 par manque de maturité. Pas de marché ce matin à Oué, des affiches sont collées pour prévenir exposants et visiteurs. Objectif, sensibiliser la population à redoubler de vigilance sur les gestes barrières. 2 exposantes qui n'ont pas été informées sur cette fermeture se sont installées devant l'esplanade de la province des Îles pour écouler leurs produits. Au regard des relâchements observés récemment chez les citoyens, la mairie de Lifou lance cette opération de sensibilisation au respect des gestes barrières, une manière également d'anticiper face à l'augmentation de cas d'Omicron détectés à Nouméa et qui pourrait toucher bientôt les îles. C'est une démarche en fait de sensibilisation pour que les gens ils gardent cet état d'esprit. Parce qu'il ne faut pas que les gens ils pensent que nous, on doit venir pour dire arrêtez, ou ne faites pas, ou portez le masque. Il faut que les gens ils soient sensibilisés, il faut qu'ils gardent dans l'état d'esprit qu'il y a des dangers qui sont là, il y a des choses qui sont là, et c'est important que l'on fasse attention. On voit la manière dont les gens ils se serrent à la poste, à la BCI, au marché et partout. On sent que s'il y a le variant Omicron qui arrive, ça va être rapide, quoi. Les autorités, la mairie se préparent. On sait que le variant Omicron maintenant représente plus de la moitié des tests qui sont effectués sur la Calédonie. Et donc en général, par l'expérience des autres pays, on sait que dans
2, 3, 4 semaines, il va y avoir un pic épidémique très important. Et donc on commence à anticiper, limiter les situations où les interactions avec d'autres personnes se font, et c'est pour ça qu'ils ont fermé le marché. Mais actuellement, ce n'est pas lié à une flambée des cas, même si effectivement à Répéné, il y a plusieurs cas qui ont été diagnostiqués les derniers jours. La DAST qui prévoit d'augmenter leur campagne de vaccination dès la semaine prochaine. De son côté, le marché de Oué sera de nouveau ouvert vendredi avec des mesures de sécurité encore plus renforcées. 37 ans après, la population répond encore présente. Depuis ce matin, elle vient déposer des fleurs ici sur la tombe d'Éloi Machoro, tué le 12 janvier 1985 lors d'une opération du GIGN à la tribu de Doni à La Foi. Éloi Machoro a été formé au séminaire de Païta et il est devenu enseignant de 1974 à 1977. Il s'engage ensuite au sein de l'Union calédonienne, un des partis politiques composant le Front de libération nationale kanak et socialiste. À la suite de l'assassinat de Pierre de Clercq en 1981, Éloi Machoro succède au poste de celui-ci et devient alors le secrétaire général au sein de l'Union calédonienne. Les exactions débutent lors de la mise en vigueur du statut Le Moine. Ce statut vise à apporter plus d'autonomie à la Nouvelle-Calédonie et prévoit la gestion des référendums sur l'avenir institutionnel du territoire sur les 5 années à venir. Mais le Front de libération nationale kanak et socialiste, mené par Jean-Marie Tjibaou, refuse ce nouveau statut et appelle ses sympathisants au boycott des élections et des institutions. Le 18 novembre 1984, Éloi Machoro fracasse l'urne de la mairie de Canala à coups de hache. Et ainsi, il dénonce le système électoral qui, selon lui, avantagerait les anti-indépendantistes. Sous le gouvernement provisoire de la République socialiste de Kanaki, formé par Jean-Marie Tjibaou, le 1er décembre 1984, Éloi Machoro est élu ministre de la Sécurité. Quelques jours plus tard, il prend le contrôle du village de Tio avec ses militants et bloque plusieurs axes routiers sur le territoire. L'assassinat du jeune Caldoche Yves Tuala Nassira le 11 janvier 1985 va mettre le feu aux poudres. Les Kanaks sont alors accusés de ce meurtre et dans la nuit du 11 janvier, la ville de Nouméa va vivre des heures de guerre. Manifestations, émeutes et incendies vont rythmer cette nuit jusqu'à l'annonce de la mort d'Éloi Machoro le lendemain. La date du 12 janvier est commémorée chaque année ici à la tribu de Nakiti. Familles, amis et sympathisants viennent fleurir la tombe d'Éloi Machoro. La mairie de Dimbéa a inauguré aujourd'hui les 2 tables de take-ball à Katiramona et au parc de Koutio. Célia est venue s'essayer à cette pratique. Pour la jeune habitante, ces installations permettront d'éviter l'oisiveté des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes traînent dans les rues. Du coup, la mairie a construit ces installations, c'est pour éviter aux jeunes d'aller dans les rues. Du coup, ils viennent ici et ça leur permet de passer le temps au lieu d'aller faire des bêtises ailleurs. Le take-ball s'apparente à du tennis de table, mais en jouant au football. Ces 2 équipements entrent dans la politique de développement des installations sportives de la ville. Ils sont actuellement en phase de projet pilote. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'abord de structurer les choses. Là, c'est de faire de la découverte. Après, peut-être trouver un club support, une association support pour une pratique encadrée, j'allais dire. On a bien nos éducateurs sportifs qui peuvent le faire. Et après, aujourd'hui, il existe plusieurs types d'équipements. Il y a des pliables. On verra après par la suite s'il y a un engouement pour ce type de pratique, de le développer dans les quartiers en particulier. Avec une population de 12 000 habitants, la zone de Dimbéa-sur-Mer connaît un développement démographique et économique très important, contrairement aux infrastructures sportives qui restent encore insuffisantes. Néanmoins, le maire souhaite développer des installations sportives dans cette zone. Pour cette mandature, c'est effectivement de structurer les choses au niveau de Dimbéa-sur-Mer. Alors on va avoir à la rentrée accès aux équipements sportifs des collèges, des 2 collèges, celui de Dimbéa-sur-Mer et d'Apogoti. Ça va permettre aux associations de les utiliser. On est en train de réfléchir à mettre ce type d'équipement autour de la maison de quartier de Dimbéa-sur-Mer. En tout cas, ça fait partie des objectifs aussi. Alors pour l'instant ici, j'allais dire, c'est une installation des équipements
qui sont pratiquement complets aujourd'hui. Donc on va maintenant s'engager en particulier à Dembéa-sur-Mer où on a une population aussi très jeune et effectivement il faut essayer de les amener à faire ce type d'activité plutôt que errer dans les quartiers. En 2019, Dembéa comptait plus de 35 000 habitants. Elle représente la deuxième plus grande commune de Nouvelle-Calédonie. D'ici 15 ans, sa population est destinée à doubler. Que de rebondissements dans l'affaire du numéro 1 mondial Novak Djokovic qui s'est vu refuser l'accès au territoire australien la semaine dernière en raison d'un visa non conforme aux exigences liées à la crise du Covid-19. 2 enquêtes des services d'immigration sont en cours pour vérifier ces déclarations, à savoir qu'il n'a pas voyagé avant d'arriver en Australie et qu'il a bien été déclaré positif le 16 décembre dernier. En cas de falsification, la star serbe de tennis encourt 3 ans de suspension, ce qui signifierait la fin de sa carrière. En attendant la décision du ministère de l'Immigration, Djokovic continue de s'entraîner pour l'Open d'Australie qui débutera le 17 janvier prochain. Direction à présent le Japon, où la légende de la gymnastique mondiale Kohei Uchimura prend sa retraite à 33 ans. Même s'il n'a pas brillé lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier et lors des Championnats du monde à Kitakyushu, King Kohei aura marqué sa discipline avec un palmarès hors norme, 3 titres olympiques et 10 titres mondiaux. Alors que pour Kohei Uchimura, la retraite était inévitable, pour la star du football japonais Kazuyoshi Miura, cela n'est pas une option. L'attaquant du club de Yokohama âgé de 55 ans signe un nouveau contrat avec le club des Suzuka Point Gators qui évolue en 4e division du championnat japonais. Son transfert a été annoncé hier, l'attaquant portera le numéro 11. La star japonaise a écumé de nombreux clubs étrangers, du Brésil en passant par l'Italie, la Croatie ou encore l'Australie. Fort de cette expérience, il continuera de donner le meilleur de lui-même. Le plus vieux joueur du football du monde, en tout cas, n'a pas fini de faire parler de lui, d'autant plus qu'il aimerait jouer jusqu'à 60 ans.